Séminaire 7, l'éthique, Jacques Lacan, page 4, lu par Christopher Côté. À la vérité, ce n'est pas là tout, ni dans le domaine pratique, ni dans le domaine théorique, ce qui nous fait mettre en relief l'importance de la dimension éthique dans notre expérience et dans l'enseignement de Freud, tout dans l'éthique n'est pas comme on l'a fait remarquer à juste titre, uniquement lié au sentiment d'obligation. L'expérience morale comme telle, à savoir cette référence sanctionnelle qui met l'homme dans un certain rapport avec sa propre action, qui n'est pas simplement celui d'une loi articulée, mais aussi d'une direction, d'une tendance, et pour tout dire, d'un bien qu'il appelle, engendrant un idéal de la conduite. Tout cela est quelque chose qui constitue aussi, à proprement parler, la dimension éthique. Et au-delà de ce qui est à proprement parler le commandement, de ce qui peut se présenter, on l'a dit avec un sentiment d'obligation. Sans doute d'ailleurs, le fait que dans une certaine réflexion sur l'expérience morale, et je fais là précisément allusion à l'une d'entre elles, à celle de Frédéric Roy, dont nous saurons à tenir compte comme à l'un des points de repère de cet exercice. Je crois nécessaire de situer la dimension de notre expérience par rapport à la réflexion de quelqu'un de ceux qui, à notre époque, ont tenté de faire progresser la réflexion moraliste. Sans doute, cette mise au second plan du sentiment d'obligation, nous ne sommes certes pas de ceux qui iront volontiers dans ce sens, parce que s'il y a quelque chose que l'analyse a pointé, c'est bien au-delà du sentiment d'obligation à proprement parler. L'importance, l'omniprésence, dirions-nous, du sentiment de culpabilité. Assurément, dans certaines tendances internes de la réflexion éthique, est quelque chose qui tente en quelque sorte d'éluder ce faciès, appelons-le par son nom, désagréable de l'expérience morale. Nous ne sommes certes pas de ceux qui tentent de l'amortir, de l'émousser, de l'atténuer, parce que nous y sommes trop instamment reportés, référés par notre expérience quotidienne. Néanmoins, il reste que l'analyse, d'autre part, est l'expérience qui, au plus haut point, a remis en faveur la fonction féconde du désir comme tel, et au point même que l'on peut dire qu'en somme l'ensemble de l'articulation théorique qui est donnée par Freud de la genèse de la dimension morale n'est pas à prendre ailleurs, ne s'enracine pas ailleurs que dans le désir lui-même. C'est l'énergie du désir d'où se dégage la fonction, l'instance de ce qui se présentera au dernier terme de son élaboration comme censure. Ainsi, quelque chose est fermé dans un cercle qui, pour nous a été imposé, déduit de ce qui est la caractéristique de notre expérience, c'est à savoir que dans l'apparence, dans le donné de l'expérience, ce qu'on pourrait appeler l'affranchissement naturaliste du désir, soit quelque chose qui peut se présenter comme ayant été le but d'une certaine philosophie, de celle qui a précédé immédiatement celle dont nous avons voir qu'elle est la plus proche parente de l'aboutissement freudien, celle qui nous a été transmise au 19e siècle, nous verrons laquelle. Juste avant, nous avons la tentative au 18e siècle de cet affranchissement naturaliste du désir, de cette réflexion qui est celle-là pratique, qui est celle qu'on peut caractériser comme cela de l'homme du plaisir. L'affranchissement naturaliste du désir a échoué. Plus la théorie, plus l'œuvre de la critique sociale,
plus le crime d'une expérience à ramener à des fonctions précises dans l'ordre social, l'obligation a pu nous appeler à espérer relativiser le caractère impératif, contrariant, pour tout dire conflictuel, de l'expérience morale, plus dans le fait, en réalité. Nous avons vu s'accroître, si l'on peut dire, les incidences pathologiques, au sens propre du terme, de cette expérience. L'affranchissement naturaliste du désir a échoué dans le fait, historiquement, car nous ne trouvons pas devant un homme moins chargé de lois et de devoirs qu'avant la grande expérience critique de la pensée dite libertine, et à la vérité, si ne serait-ce que par rétrospection, nous sommes amenés à faire allusion à cette expérience de l'homme du plaisir, nous verrons, et nous y serons amenés par la voie d'un examen de ce que l'analyse a apporté dans la connaissance et la situation de l'expérience perverse. Nous verrons vite qu'à la vérité, dans cette théorie morale de l'homme du plaisir, il était facile de voir ce qui devait la destiner à cet échec. Car si elle se présente comme avec cet idéal d'affranchissement naturaliste, il suffit de lire les auteurs majeurs, je veux dire, aussi bien ceux qui ont pour s'exprimer là-dessus les voix les plus accentuées dans le sens du libertinage, voire de l'érotisme, pour nous apercevoir de ce que comporte, dans cette expérience de l'homme du plaisir, quelque chose qui met une note de défi, une sorte d'ordalie proposée à ce qui reste le terme, réduit mais certainement fixe, de cette articulation de l'homme du plaisir, qui n'est autre que le terme divin. Dieu, comme auteur de la nature, est sommé de rendre compte des plus extrêmes anomalies dont le marquis de Sade, Mirabeau, Diderot, ou aussi bien tel autre, nous propose l'expérience, l'existence, et ce terme même de défi, de sommation, d'ordalie, est bien évidemment quelque chose qui ne devait pas me permettre d'autre sortie que celle qui s'est trouvée effectivement réalisée dans l'histoire, que celui qui se soumet en somme à l'ordalie en retrouve au dernier terme les prémices, à savoir l'autre devant lequel cette ordalie se présente, le juge, en fin de compte, de la dite ordalie, c'est bien quelque chose qui donne son ton propre à cette littérature dans laquelle se présente pour nous une dimension peut-être jamais retrouvée, inégalable de l'érotique.